Bonjour et bienvenue dans cette émission organisée à l'initiative de RCR Déco-France et l'équipe de Christophe Mille. Nous allons passer 1 heure ensemble pour découvrir des solutions extraordinaires dans le domaine des bétons drainants. Juste 2 mots techniques par rapport au déroulement de cette émission. Le premier, normalement, s'ils ne le sont pas, vérifiez-le. Normalement, vous êtes en image plein écran. Si ça n'est pas le cas, vous avez sûrement une disposition sur le logiciel pour pouvoir le faire. Ce sera bien plus agréable pour vous. Un point très important, nous avons beaucoup d'éléments à vous apporter cet après-midi. Vous aurez sûrement des questions émanant de tous ces apports d'informations. Vous pouvez les poser sur le chat. Vous les posez au fil de l'eau sur le chat. Elles seront toutes récoltées, elles seront toutes analysées et vous aurez d'ici demain soir toutes les questions et toutes les réponses qui seront produites par l'équipe de RCR Déco France. Voilà pour les dispositions techniques. Christophe Mille, bienvenue au studio PM à côté de Montpellier, à Castello-le-Lez. Tu as souhaité organiser un plateau à l'image de ce que sont les métiers de RCR Déco France, une question d'équipe, et tu as organisé ici toute une équipe pour cette émission d'1 heure. Tout à fait. Peux-tu nous la présenter ? Avec grand plaisir. L'idée, effectivement, sur ce webinaire des bétons drainants, on a souhaité travailler en collaboration avec des gens à l'interne du groupe, dont je parlerai un peu plus tout à l'heure, mais également avec des gens extérieurs. Donc, on est avec Jean, qui est responsable du bureau d'études hydrauliques ABH. Christophe, est-ce que tu veux nous expliquer en quelques mots ce qu'est ton activité, ce que tu fais au sein de ce bureau d'études ? Alors nous sommes un bureau d'études spécialisé dans tout ce qui est dossier administratif, inspection classée pour l'environnement, tout ce qui va être gestion des effluents, les études hydrauliques, dossier loi sur l'eau, donc là c'est la partie études à proprement parler. Et puis on a une deuxième activité au sein du bureau d'études qui concerne la maîtrise d'œuvre, donc qui est plus liée justement au sujet du jour. Puisque là on fait de la maîtrise d'œuvre dans tout ce qui va être aménagement urbain, projet d'aménagement divers pour du tertiaire, industriel, etc. Et on utilise évidemment dans le cadre de nos projets beaucoup de béton désactivé dans le cadre de ces projets. D'accord, ok, merci pour cette présentation. On a également avec nous Freddy Houillot. Donc Freddy, tu es conducteur de travaux chez RCR Déco France, j'allais dire chez nous. Bonjour. Est-ce que tu veux nous expliquer en quelques mots quelle est ton activité et ta mission au sein de la société ? Ma mission, c'est d'encadrer les équipes, de contrôler la qualité et gérer la production. D'accord. Voilà. Et puis de conseiller les clients également. Ok, donc conseiller les clients dans l'ouvrage au quotidien. Voilà, exactement. Ok. Et on a également avec nous en duplex depuis la ville du Mans, Éric Lavéder, qui est le directeur d'exploitation de notre bureau d'études interne au sein de RCR, qui est la société Monoflore. Éric, je suppose que tu nous entends. Est-ce que tu veux nous décrire en quelques mots ton activité et ce que tu fais au sein du bureau d'études ? J'entends pas, Éric. Il faut qu'il active son micro. Éric, il faudrait que tu actives ton micro. T'entends pas ? Pardon. Bonjour. Ce sont les SDR, Monoflore France, Monoflore France est un bureau d'études spécialisé en sol industriel béton et plus généralement tous les ouvrages porteurs horizontaux qui reposent sur le sol, donc bien sûr les dallages, mais également par extension donc les ouvrages extérieurs, les chaussées béton, l'objet donc de cette présentation aujourd'hui. Parfait. Christophe, en ta qualité de directeur général de RCR Déco France, avant de plonger dans le sujet des bétons drainants qui va nous entraîner pendant 1 heure, c'est le cas d'en parler, oui. Et c'est le cas d'en parler, peux-tu nous donner des points de repère sur l'histoire, les chiffres également de la société RCR Déco France? Tout à fait. La RCR Déco France, elle fait partie d'un groupe qui est assez important, qui s'appelle le groupe RCR Industrial Flooring. Et RCR Déco France, au sein de ce groupe, est la filiale des bétons décoratifs. Le groupe RCR Industrial Flooring est composé initialement de 2 grandes sociétés qui ont plus de 50 ans d'existence. La société Rinol, qui est spécialisée dans les résines, et la société Rockland qui est spécialisée, elle, dans les bétons industriels français et aussi européens. Ces sociétés, en fait, regroupent le savoir-faire et l'expertise de plusieurs professionnels dans plusieurs pays. Nous sommes implantés sur pas mal de pays en Europe, mais également en Amérique latine, et avec une philosophie commune qui est très simple et très claire pour le groupe, c'est celle d'une service et d'attention vis-à-vis du client final, en lui proposant un service complet depuis l'ingénierie, depuis le dimensionnement de l'ouvrage, jusqu'à l'exécution des travaux où nous le faisons avec nos propres compagnons. Ça, c'est un point important pour nous. Dans le cadre également des sols industriels français,
La marque Rockland est très connue. Il y a des usines de production en France, en Espagne et dans d'autres pays. Et on essaye d'avoir cette culture globale. Alors, comme je le disais, la société elle est présente depuis plus de 50 ans dans les sols industriels et elle a souhaité également élargir son rayon d'action et a fait l'acquisition en France il y a plus de 12 ans de 2 sociétés spécialisées dans les bétons décoratifs qu'on a regroupées sous une seule entité qui s'appelle RCR Déco France. Donc aujourd'hui, RCR Déco France travaille essentiellement bien sûr sur le territoire français. Nous avons une mission de réalisation d'ouvrages qui est très simple. On travaille tout ce qui est béton décoratif extérieur coulé en place avec nos équipes de réalisation. En quelques chiffres, RCR Déco France, c'est important. Voilà, c'est toujours important les chiffres. 50 salariés, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3 agences, donc une à Montpellier, une à Pertuis au nord d'Aix-en-Provence et une qui est dans l'ouest de la France à Angers. Notre rayon d'action, pour faire très simple, c'est l'arc méditerranéen de Béziers jusqu'à la ville de Nice. Et pour nos collègues de l'ouest de la France à Angers, c'est 150 km de rayon d'action autour de l'agence d'Angers, donc les Pays de Loire essentiellement. Alors la taille des chantiers sur lesquels on intervient, ça c'est un point important. On intervient sur des chantiers a priori à partir de 150 m², voire plus. Et notre terrain d'action, notre terrain de jeu habituel, c'est les collectivités publiques et également les investisseurs privés. Le type d'ouvrage sur lequel on intervient, ce sont des ouvrages extérieurs, donc ça peut être des aires publiques, ça peut être des aires piétonnes, des pistes cyclables, des allées de circulation. On va vous montrer dans quelques instants ce que l'on réalise, mais notre philosophie sur le béton chez RCR Déco, elle est en fait très simple. On considère que le béton, c'est 3 composants essentiels, les granulats, le sable et le ciment, et un peu comme les 3 couleurs primaires de la peinture. Finalement, on joue avec les granulats, on joue avec le sable, on joue avec le ciment qu'on peut colorer, mais également la finition, pour offrir à notre client une palette très large en termes de réalisation. Moi qui suis dans le groupe depuis 20 ans, qui ai fait 10 ans à la base de sol industriel, quand j'ai switché vers le décoratif, j'imaginais même pas moi-même toutes les possibilités qu'on pouvait faire. Alors je vais vous montrer quelques exemples de réalisations que nous avons faites. Chantier, absolument. On a ici par exemple, vous voyez à l'écran, un chantier que nous avons fait à l'ouest de Béziers qui est à Bessan, où c'est du béton décoratif mixé avec des bandes structurantes. Là, on a voulu s'intégrer dans le végétal et dans le minéral avec la volonté de la maîtrise d'ouvrage. Ici, nous avons travaillé en collaboration avec Christophe Gulizzi, architecte assez connu sur la place marseillaise. On est à Aix-en-Provence, c'est l'Arena. Il souhaitait quelque chose de très minéral pour souligner un peu les courbes du bâtiment. Ici, vous avez un ouvrage qui longe un canal en béton désactivé, très urbain, très minéral également, avec au fond les montagnes de l'Uvonne à Marseille. Et là, je pense que vous reconnaissez, pour les gens qui connaissent le sud de la France, c'est le parvis de Notre-Dame de la Garde, qui a été réalisé il y a plus de 25 ans. Donc ça vous donne aussi un exemple de pérennité des ouvrages que nous faisons. C'est un point important que l'on va évidemment creuser sur la thématique des bétons drainants. Tout à fait. On va aborder des sujets très techniques pour comprendre les tenants et les aboutissants. Mais j'aurais une première question par rapport au choix d'RCR Déco d'aller dans cette voie des bétons drainants. Pourquoi en fait s'engager dans cette voie-là? Ça pourrait être si simple de rester sur des bétons traditionnels. Oui, ça pourrait être simple, mais on est aussi... Pourquoi cet engagement en fait? C'est la question que tu poses. On est également effectivement responsable d'entreprise, mais on est aussi citoyen. Et en tant que citoyen, on est très sensible sur la question de l'environnement. Et avec l'équipe et également avec le groupe RCR Industrial Flooring, nous avons souhaité entamer une démarche et une recherche dans ce sens. Très simplement, dans le domaine de l'environnement, on a envie de faire notre part, tout simplement. On a envie d'être là pour essayer de limiter les ruissellements des eaux de pluie et de proposer surtout des solutions pérennes parce que tout le monde y gagne à ce moment-là. Le titre de notre émission porte le mot de bénéfice, un bénéfice environnemental. Nous verrons également sur le plan économique les enjeux et les effets collatéraux qu'il y a dans ces bétons drainants. Il faut rentrer maintenant dans le technique, comprendre pour les participants de cette émission et ceux qui la reverront ensuite sur les réseaux sociaux, c'est quoi vraiment un béton drainant? Quelles sont ses caractéristiques principales? Alors je vais essayer d'être pédagogue. Le béton classique dont je parlais tout à l'heure, il est composé de cailloux, de sable et de ciment. Eh bien, un béton drainant, c'est un béton qui laisse passer l'eau. Comment est-ce qu'il peut laisser passer l'eau? Parce qu'on a créé des vides et en clair, on retire le sable. En retirant le sable
on arrive à créer des vides qui laissent passer l'eau. Et les origines du béton drainant, en fait, elles sont simples, elles existent depuis plusieurs décennies. Un exemple concret et historique, ce sont les courts de tennis, qui existent depuis plusieurs décennies. Donc ça, ce sont des solutions qui fonctionnent. Et en fait, il faut arriver à créer des vides pour laisser passer l'eau. Le principe de formulation, grâce au progrès de la chimie et notamment du travail très poussé qu'ont réussi à faire les cimentiers et les adjuvantiers, c'est d'arriver à créer des points de contact autour des granulats et de la pâte cimentaire pour que les éléments entre eux se collent de manière à ce que l'ouvrage reste pérenne. Donc ça, il y a eu vraiment de très grands progrès qui ont été mis en place. Et aujourd'hui, on arrive à faire ces bétons drainants-là. On arrive sur des porosités de 15 à 25%. Donc on peut jouer sur la porosité en jouant sur la taille des granulats. Plus les cailloux sont gros, plus je vais avoir d'espace, donc je vais avoir une plus grande porosité. Mais si je mets des cailloux plus petits, je vais avoir des vides qui vont être plus petits. Donc on va jouer sur la taille des cailloux, la qualité de la pâte de ciment pour créer une porosité qui est de l'ordre 15 à 25%. Et je parlais d'être pédagogue. Si je vous dis qu'on peut absorber jusqu'à 50 litres par mètre carré par seconde, moi personnellement, ça ne me parle pas forcément. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde en vidéo ce que ça peut donner. Démonstration. Versé sur ce sol qui a été absorbé en quelques secondes. Et évidemment, c'est de la vitesse réelle. C'est de la vitesse réelle, c'est un chantier que nous avons réalisé. Extraordinaire. Extraordinaire. Les mots parlent par d'eux-mêmes. l'image, exactement. Exactement, c'est important de se rendre compte de cet impact-là. Tout à fait. Alors effectivement, le problème ou la particularité des revêtements drainants, c'est pas vraiment la qualité du support béton parce qu'il draine sans aucun problème. La question qu'il faut se poser, et c'est la raison pour laquelle Christophe Jean est avec nous, c'est sur quel type de support faut-il poser ce type de revêtement drainant? Qu'est-ce qui se passe en dessous finalement pour pas qu'on arrive à des catastrophes? Et là, je pense que Christophe, vous avez des choses à nous apporter. Alors, en premier lieu, ce qu'on peut définir déjà, c'est les différentes études à réaliser pour arriver à une unité dans la partie drainante en fait, de la structure. En premier lieu, il y a des études géotechniques à réaliser pour connaître un petit peu le type de sol auquel on a affaire, savoir si c'est un sol drainant ou non drainant. Si on est sur un sol drainant, on n'aura pas de problème particulier, c'est-à-dire qu'en fait, l'eau qui va percoler au travers du béton va pouvoir percoler aussi au travers de la structure que l'on va mettre en place sous ce béton, sachant qu'il y a toujours une structure que l'on appelle une structure en GNT, c'est de la grave en fait non traitée, que l'on met en place sous ces bétons. Il faut absolument que la structure soit adaptée au revêtement que l'on va mettre au-dessus. Ces études sont-elles systématiquement à faire dans le cadre de chantier? Alors, en règle générale, oui, c'est-à-dire que quand on est sur des chantiers d'importance, on a toujours une étude géotechnique que l'on fait réaliser. Dans le cadre de ces études géotechniques, on fait des études donc, de portance des sols, mais il faut ajouter à ça en fait ces tests de perméabilité qui vont nous permettre dans cette application justement des bétons drainants de valider en fait le fait que l'eau puisse s'écouler et s'infiltrer en fait dans la structure de chaussée. L'infiltration, on l'a vu au niveau des dons, elle est évidente et elle est très rapide et il faut aboutir en fait à une infiltration tout aussi rapide dans la structure de chaussée. Donc pour ça, on va définir les contraintes de roulement, donc les charges, pour quel type d'utilisation, est-ce que c'est du trottoir, est-ce que c'est de la voie, quel type d'utilisation en fait on va faire ces études et ensuite donc on va définir la structure liée aux ouvrages qu'on veut réaliser. Si on se retrouve avec un sol qui par contre est argileux, on va devoir drainer l'eau, c'est-à-dire que l'eau qui est absorbée justement par ces bétons, si on se retrouve sur une sous-couche qui est argileuse, donc relativement étanche, on va devoir évacuer ces eaux. Si on ne le fait pas, on va se retrouver avec des problèmes. C'est des risques de gonflement, tout à fait, des matériaux, et qui vont entraîner soit un soulèvement des bétons, ça se voit assez régulièrement, soit éventuellement des fissurations, parce que la structure GNT a tendance à s'évacuer un petit peu avec l'eau et elle va partir à former des conglomérats d'un côté et à laisser des vides de l'autre. Et du coup, la structure n'étant plus uniforme, les bétons vont se fissurer.
Donc il faut vraiment arriver à faire en sorte que les études préliminaires nous permettent de valider l'utilisation de ces bétons. L'eau passe donc à travers ce béton. Elle est effectivement, comment dire, la gestion de cette eau, elle est déterminée en fonction de la qualité des sols. Mais la qualité de l'eau en tant que telle, est-ce qu'elle est altérée par le fait de traverser ce béton drainant? Non, alors, le béton lui-même ne provoque aucune réaction particulière par rapport à l'eau. C'est-à-dire que c'est un élément qui, une fois sec, est complètement neutre. Les graves non traités sont des mélanges de sable, de gravier de plus ou moins gros calibre. Donc là aussi, il y a une filtration qui s'opère en fait au travers de ces éléments. Et c'est intéressant de noter que il y a toujours dans le cadre environnemental aujourd'hui la nécessité de valider que les projets que l'on crée n'entraînent pas de pollution sur le milieu naturel. En règle générale, lorsqu'on réalise ces études géotechniques, on essaye de tenir compte aussi du milieu environnant, c'est-à-dire la présence éventuellement de nappes phréatiques sur lequel il peut y avoir des captages d'eau potable. Dans certaines communes, on a des captages d'eau potable. Donc il faut faire en sorte que le projet ne puisse pas avoir d'incidence sur la qualité de l'eau au final, c'est-à-dire quand elle arrive dans cette nappe phréatique. Et ces différents matériaux jouent plutôt un rôle de filtration, en fait, au même titre que de la terre, ou voilà, ce sont des matériaux inertes. Hein. On n'est pas sur des matériaux qui sont dangereux pour l'environnement. Donc des matériaux, les bétons drainants, qui peuvent s'inscrire par exemple dans un usage sur des surfaces de parking sans aucune difficulté? Tout à fait. Tout à fait. On n'a aucune difficulté. Alors après, encore une fois, la contrainte, c'est la contrainte de surcharge, mais les épaisseurs et formulations de béton seront dimensionnées en fonction des surcharges d'exploitation. La structure de chaussée dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le support en grave que l'on va réaliser, l'épaisseur de ce support va être aussi fonction des charges d'exploitation qu'on va avoir à traiter. Et à partir de là, donc, on peut tout à fait mettre en place ce genre de matériaux pour les grandes surfaces sans aucun problème. Ces choix de béton drainant sont déterminés à quel stade des études? Est-ce qu'à la fin d'une étude, c'est go ou no go sur l'usage d'un béton drainant? Est-ce qu'il y a des facteurs qui rendent impossible cet usage de façon factuelle? Des adaptations, tu parlais de drainage par exemple qu'il faut mettre en place. Qui détermine ces choix-là et avec qui ces choix-là sont dits déterminés? Quel est ton environnement de travail au niveau des études que tu mènes? Alors au niveau des études, nous, on travaille en partenariat donc soit avec des maîtres d'ouvrage, donc publics ou privés, soit éventuellement avec des cabinets d'architectes qui ont une définition un petit peu esthétique de ce qu'ils veulent réaliser. Cette définition esthétique, en fait, amène à se poser des questions par rapport aux techniques. Et là, c'est à ce moment-là qu'on intervient. Sur la base des études géotechniques qui sont réalisées, on va définir si, oui ou non, il y a suffisamment de perméabilité, quel va être le gain de perméabilité en fait, de ces bétons, qui peuvent permettre justement de réduire les surfaces imperméabilisées, puisqu'on est dans une structure qui est complètement poreuse. Donc on peut réduire les surfaces imperméabilisées. Encore une fois, là où il faut être attentif, c'est sur la couche de forme, c'est-à-dire sur la structure portante en fait de base, le terrain naturel, c'est le fond de forme, ce qu'on appelle le fond de forme. Il faut bien vérifier que ce fond de forme soit lui aussi poreux. S'il ne l'est pas, il faut mettre en place des drains pour évacuer les eaux et éviter donc le gonflement dont on parlait tout à l'heure. Autrement dit, il y a certes le chantier en tant que tel, mais c'est la répercussion sur l'aménagement global des surfaces dans un chantier, les effets collatéraux qui peuvent être phénoménaux en termes d'usage des mètres carrés disponibles pour des chantiers. Complètement. C'est-à-dire, en fait, on se retrouve aujourd'hui, d'ailleurs, c'est les préconisations d'usage, qui est l'organisme qui gère, qui est chargé de la gestion de l'environnement et de l'eau en fait en France, et qui préconise de réduire les surfaces imperméabilisées. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose la question du fait de l'urbanisation galopante, un petit peu qu'on rencontre surtout dans le sud de la France, et avec des précipitations qui sont de plus en plus violentes, on se pose la question de savoir comment on peut réduire ces surfaces imperméabilisées. Alors, on peut avoir, par le biais de ce type de matériaux, une réduction des surfaces imperméabilisées, tout en
répondant aux contraintes techniques et aux contraintes d'aménagement qui nous sont demandées. On a des contraintes, par exemple, d'accessibilité PMR pour les personnes à mobilité réduite. On ne peut pas les faire circuler dans un gravier. Il va falloir qu'on crée des trottoirs, il va falloir qu'on crée des rampes pour accéder au bâtiment. Et ces trottoirs et ces rampes, aujourd'hui, sont complètement imperméables sur des bétons classiques. Et le béton drainant peut apporter une solution justement sur ce genre d'application, circulation extérieure, etc. Ce qui va permettre d'avoir une infiltration dans le sol et du coup de pouvoir réduire un petit peu la taille des bassins de compensation que l'on doit réaliser. Ce qu'il faut comprendre sur ces bassins de compensation, c'est que chaque mètre carré imperméabilisé doit être compensé par un certain volume d'eau. En fonction des régions, les volumes sont différents. En l'occurrence, dans les régions qui sont celles des interventions de RCR Déco-France, c'est quel facteur? C'est par exemple ici, sur l'Hérault, ça va être 120 litres par mètre carré imperméabilisé. Sur le Gard, ce sera 100 litres. Il y a des régions où ça va être 80, 60. Et dans l'ouest de la France, par exemple, pour les équipes qui sont à quelques encablures d'ici? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, aujourd'hui, tous les endroits où on voit des phénomènes climatiques violents sont des endroits, en fait, où les précipitations sont très rapides. On peut se retrouver 6 mois sans une goutte d'eau sur le sud de la France et puis du jour au lendemain se retrouver avec 1 voire 2 précipitations en l'espace de 48 heures qui vont amener l'équivalent de 500-600 mm d'eau en l'espace de 48 heures. Les conséquences incroyables que l'on connaît malheureusement dans notre région. Et les conséquences dramatiques qu'on a vécues, qu'on vivra peut-être encore et qu'on rencontre dans tout le sud de la France, notamment par les entrées maritimes qu'on a sur l'arc méditerranéen, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que ces solutions de béton drainant peuvent permettre justement cette infiltration dans le sol, peuvent permettre aussi de limiter les ruissellements de l'eau en fait dans les zones urbanisées et de ce fait ne pas aller charger les cours d'eau immédiatement comme c'est le cas aujourd'hui sur des surfaces qui sont complètement 100% imperméabilisées. C'est une forme effective de bénéfice environnemental pour l'intérêt collectif également, mais pour l'usage également des surfaces et donc du foncier, etc. Tu parlais effectivement des chiffres qui sont très officiels sur les obligations de volume d'eau qu'il faut pouvoir organiser en bassin de rétention suivant les régions. C'est évidemment différent vu les climats. Le gain, en pourcentage, peux-tu nous donner une idée de la fourchette de ce gain procuré par les bétons drainants? C'est quoi? C'est 10%? C'est 20%? C'est 50%? J'aurais tendance à dire que ça peut être beaucoup plus que ça. Ça peut être beaucoup plus que ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, encore une fois, le gain dépend de la structure et de la perméabilité des sols. Si on met en place un drain, il va falloir un exutoire pour ce drain. Donc si c'est drainer les eaux et les renvoyer directement sur le milieu naturel, le gain est très faible. Si on a par contre une très bonne perméabilité des sols, à ce moment-là, l'eau va s'infiltrer dans le sol et puis elle mettra plusieurs heures, voire plusieurs jours en fait, avant de se retrouver dans les cours d'eau environnants. D'où la valeur ajoutée de l'ingénierie en amont des chantiers pour bien déterminer la bonne solution à mettre en œuvre. Une question encore qui me vient à l'esprit par rapport au choix de ce béton drainant. Est-ce qu'il y a des impacts sur, par exemple, la conception de fondations, que ce soit de bâtiments, de clôtures, qui vont environner les espaces couverts par du béton drainant? Alors, ou pas? Pour les projets neufs, on a toujours un bureau d'études géotechniques et toujours un bureau d'études béton qui vont définir l'impact de la perméabilité en fait, des sols autour des bâtiments. En fonction du type de sol qu'on va retrouver, on peut avoir des préconisations d'imperméabilisation autour du bâtiment pour éviter justement ces phénomènes de retrait-gonflement qu'on peut retrouver et qui sont préjudiciables pour les fondations des bâtiments. Donc ça, c'est relativement maîtrisé dans le cadre de projets neufs. Dans le cas où on va réaliser des bétons drainants sur un environnement qui est déjà existant, avec des murs de clôture à proximité ou des bâtiments à proximité, là, évidemment, il va falloir éviter d'aller chatouiller les fondations de ces ouvrages pour éviter justement ces phénomènes hydriques qui vont provoquer ces retraits et ces gonflements. Donc là, on préconisera plutôt quand on est proche d'habitations existantes, en fait, de réaliser des drainages et d'écarter les eaux en fait, de ces fondations pour ne pas... voilà.
Christophe, tu nous as éclairé sur ce qui se passe en dessous du béton drainant qui va être posé. C'était fondamental parce que c'est la première étape d'un beau et durable chantier également, pour que les choses dures, qu'on n'ait pas les désagréments techniques qui pourraient intervenir. Les choses sont mal conçues dès le départ. Et on va proposer à Eric de nous rejoindre parce que Eric va, lui, nous éclairer sur ce qui se passe au-dessus, en quelque sorte, en termes de conception de la solution béton drainant. Je vous rappelle juste également, à ce stade, la proposition qui vous est faite de poser vos questions au fil de l'eau sur le chat, parce que vous en avez sûrement qui vous viennent à l'esprit. Ce sont vos questions. Sachez que si vous les avez, il y a sûrement 10, 20 personnes présentes également dans ce webinaire qui ont une question à peu près similaire. Posez-les et l'équipe de Christophe Mille, RCR d'Ecofrance, y répondra d'ici demain soir et vous recevrez tous toutes les questions et toutes les réponses. Je reviens à Eric. Donc, peux-tu nous dire ce qui se passe une fois qu'on sait, que l'on connaît, que l'on maîtrise les enjeux de ce qu'il y a sous le sol? À quoi faut-il travailler pour pouvoir concevoir une solution de béton drainant? Oui, on a parlé tout à l'heure de pérennité. On a parlé tout à l'heure de pérennité de l'ouvrage. Et la pérennité passe par un bon dimensionnement de la couche finale en béton drainant. On n'a pas forcément beaucoup le choix des caractéristiques du matériau. Donc, le paramètre qu'on va chercher à étudier et à approcher au mieux, ça va être le paramètre d'épaisseur. C'est à ce stade-là donc qu'intervient le dimensionnement qu'on peut réaliser aussi bien pour le compte d'une maîtrise d'œuvre généraliste qui n'a pas cette compétence, par exemple en interne, ou pour des entreprises en phase d'exécution. Donc, pour déterminer cette épaisseur, on va s'appuyer tout d'abord donc sur le support du béton. On va chercher à avoir une plateforme travaillée. On a expliqué en GNT avec certaines performances en termes de porosité et de perméabilité. On va chercher à ce stade-là une performance mécanique soignée, mais pas particulièrement élevée. Cette solution de béton drainant peut se mettre en œuvre sur des plateformes, alors c'est un terme un peu technique, mais ce qu'on appelle PF2, ce qui sont des plateformes relativement standards, avec une capacité portante mesurée par un essai à la plaque avec une valeur EV2 autour de 50 MPa. Donc c'est des valeurs assez courantes. On va également avoir besoin de tenir compte du trafic, et notamment du trafic à l'instant T, au moment de la conception de l'ouvrage, mais également de son évolution, puisque le principe du calcul est basé sur un trafic cumulé pendant toute la vie de l'ouvrage. Typiquement, c'est des ouvrages qui sont dimensionnés pour une vingtaine d'années, et donc dans le calcul, on va tenir compte du nombre de charges et du nombre de cycles de chargement que va subir l'ouvrage pendant ces 20 ans. Donc, le trafic, mais également son évolution sont importants. Et donc, c'est des solutions qui sont applicables pour des trafics VL, donc des parkings de supermarchés, par exemple, mais on peut très bien également l'utiliser pour des parkings poids lourds ou pour des ouvrages avec des charges de poids lourds relativement importantes, puisqu'on peut admettre, pour les épaisseurs les plus importantes, des trafics jusqu'à 150 poids lourds par jour, ce qui est assez considérable. J'ai parlé de la résistance du béton. Le plus souvent, on va être sur des bétons, ce qu'on appelle BC4, donc avec une performance mécanique moyenne, puisque bien sûr, la porosité qu'on a créée volontairement en supprimant le sable va dégrader un petit peu la résistance du béton. Donc, voilà, des bétons BC4, voire même en dessous, en fonction de la porosité recherchée, d'une porosité et d'une perméabilité plus importante. On va avoir des bétons avec des résistances un petit peu plus faibles. Ça peut éventuellement augmenter l'épaisseur, mais là encore, voilà, c'est un calcul à faire en fonction des hypothèses qu'on a citées précédemment. Ces trois hypothèses donc, vont nous permettre de faire le calcul. Le calcul reste conforme au calcul que l'on fait habituellement pour des ouvrages de type chaussée en béton. C'est la méthode française de dimensionnement des chaussées. Alors, deux possibilités pour la mettre en œuvre, cette méthode, soit un logiciel de calcul, type Alizé, des logiciels spécialisés qui vont nous permettre d'aller optimiser le dimensionnement. On va plutôt rechercher ça en phase d'exécution. Mais sinon, en phase de prédimensionnement, on peut aussi utiliser des ABAC qui permettent de déterminer l'épaisseur en fonction de la plateforme et du trafic. Et là, donc, les épaisseurs vont varier
quelques chiffres. Les épaisseurs vont varier au minimum à 12 cm pour des ouvrages avec un trafic piéton, donc sans charge d'essieu de poids lourds, et pourront atteindre 26-27 cm lorsqu'on approche les 150 poids lourds par jour. Par rapport à des Voilà, solutions ça de c'était. béton, pardon Eric, par rapport à des solutions de béton plus classiques que l'on connaît largement dans notre quotidien, puisque là on est sur un sujet assez innovant avec ces Oui. bétons drainants. Par rapport aux solutions classiques, ces notions d'épaisseur, c'est quoi? Il faut en mettre davantage? Finalement, c'est autant? Quelles sont les caractéristiques, disons, en termes de performance technique et de nécessité de chantier par rapport à des chantiers habituels en béton classique? Sur des ouvrages peu chargés, comme par exemple des trottoirs ou des aménagements piétonniers, on va rester sur les mêmes épaisseurs, puisqu'on va être défini par des épaisseurs minimum qui tiennent compte plutôt de la nature du matériau qui est le béton, et de sa possibilité de le mettre en œuvre sur des épaisseurs pas trop fines. Quand on approche des cas de charge avec des trafics plus importants, les solutions en béton drainant sont systématiquement plus épaisses, de l'ordre de entre 20 et 30-50%, rarement plus. Donc il y a effectivement une augmentation de l'épaisseur, mais qui est normale puisque les caractéristiques mécaniques du béton sont moindres. Il faut compenser cette perte de résistance mécanique du matériau par une épaisseur plus importante. Mais on arrive à trouver des solutions pérennes et économiques en béton drainant d'un point de vue mécanique. En termes de pérennité, aussi pérenne que les bétons classiques, le béton drainant? Aussi pérennes que des bétons classiques, bien sûr, oui. Le matériau est connu, il est étudié. S'il est correctement dimensionné, on arrive au même niveau de performance que sur des bétons classiques. Et donc ça m'amène. Pardon, vas-y. Ça m'amène sur la diapo suivante. Oui. Je t'en prie. Sur la diapo suivante, qui est la nécessité d'avoir un contrôle du matériau, puisque si on souhaite avoir un ouvrage pérenne, il faut bien sûr qu'il soit bien calculé, bien conçu au départ. Conception hydraulique, on en a parlé. Conception mécanique, j'en parle à présent. Mais derrière, il faut aussi ensuite que l'entreprise le mette en œuvre correctement et puisse le contrôler ou le faire contrôler. Et donc, si on veut avoir une bonne pérennité de ces ouvrages, il est nécessaire de contrôler un certain nombre de points, notamment tout ce qui va concerner la plateforme. Donc, vérifier la portance de la plateforme, les essais à la plaque, j'en ai parlé tout à l'heure. Tout ce qui est les altitudes, le piquetage, les pentes. S'assurer donc au final que l'épaisseur de béton qu'on a prévue pourra être mise en œuvre parce que la plateforme sera au bon niveau. Vérifier également l'imperméabilisation. Si on a des conceptions de chaussées sur des supports imperméables, bien vérifier qu'on est bien conforme aux hypothèses de dimensionnement. Contrôle également du béton. Alors au niveau de la formulation, au niveau des rapports ressourcés, la quantité d'eau par rapport au poids de ciment qu'on va mettre dans le béton, la courbe granulométrique, on en a parlé tout à l'heure, on enlève du sable dans le béton pour chercher à avoir cette porosité, mais il faut pas seulement retirer du sable, il faut également bien graduer les graviers qu'on va mettre en place et mettre la bonne quantité de ciment et bien formuler le béton dans son ensemble. C'est une étude, ce sont des choix techniques qui sont faits au regard de l'usage finalement qui va être fait de ce béton, les passages, que ce soit piéton, voiture, etc. À chaque chantier, finalement, une solution adaptée, personnalisée. Alors, personnalisée en termes mécaniques, mais aussi en termes d'esthétique. On cherche souvent à travailler avec les agrégats locaux ou des agrégats tout au moins particuliers pour avoir un rendu esthétique. C'est des ouvrages qui sont quand même visibles par tout le monde. C'est important d'avoir quelque chose d'esthétique. C'est vrai que en ce qui me concerne en tant que bureau d'études, ce n'est pas ce que je recherche, mais on fait systématiquement du sur-mesure pour définir un ouvrage. Oui. Et comment se passe la discussion, la préparation de ces études que tu mènes vis-à-vis des donneurs d'ordre, en fait, des clients, tout simplement, comment s'expriment les besoins, comment s'expriment tes solutions au point de vue de l'étude technique au-dessus du sol? Les besoins s'expriment par les hypothèses qu'on a pour dimensionner notre ouvrage. Le maître d'ouvrage, dans le cadre de son aménagement, c'est
et aura défini avec son maître d'œuvre comment les charges qui vont être appliquées. Est-ce que ça va être accessible au béton, au poids lourd, faiblement, beaucoup plus? Pendant combien de temps il souhaite avoir un ouvrage avec le minimum d'entretien, c'est ce qu'on appelle la durée de vie de l'ouvrage. Typiquement, c'est en général une vingtaine d'années. Mais là aussi, c'est le client qui peut définir ses besoins en fonction du budget qu'il souhaite mettre dans l'entretien, par exemple. Donc là encore, on est dans le sur-mesure. Systématiquement, effectivement, du sur-mesure adapté au client, et c'est sûrement la meilleure des choses. Tout à fait. Alors, on a compris les enjeux du dessous. On y voit beaucoup plus clair également sur cette notion d'étude au-dessus, à savoir les choix techniques à faire, le dimensionnement des chantiers, le choix des matériaux qu'il peut y avoir à faire, qu'il y a à faire de toute manière. Et se pose un troisième angle du sujet qui est mais comment s'y prend-on? Et là, c'est tout l'enjeu de RCR Déco France et avec Freddy et les équipes que tu mènes. Et par rapport à la mise en œuvre, en fait, il y a deux possibilités, soit mécanique, donc avec un striker, un rouleau qui permet d'étaler le béton, ou alors manuellement à la règle comme un béton classique. Et après, derrière, on vient le compacter, enfin juste le fermer en surface très légèrement avec une multilisse qu'on voit sur l'écran. Qu'on voit ici sur la droite, Voilà, ça, simplement pour un rendu parfait final. Voilà, il peut être électrique ou mécanique aussi, enfin thermique, pardon. Okay. Alors le citoyen que je suis voit de temps en temps des chantiers, effectivement, sur des surfaces qui sont couvertes, des places, des parkings, sur des résidences, des magasins. Et souvent, on voit des bétonneuses qui sont là, qui ne font que couler qui coulent le béton. Comment se prépare le béton? À quel stade se prépare-t-il? Quel est le temps entre la phase d'étude et puis la réalisation d'un chantier? C'est à peu près, on va dire, 80-120 mètres carrés par jour. Oui. Selon la conception du chantier. Et bon, après, de toute façon, l'acheminement, ça va être directement à la toupie ou au petit dumper. C'est un béton qu'on ne peut pas pomper, malheureusement. D'accord. Donc après, par rapport aux caractéristiques du chantier, on est à peu près sur du 80, 120 mètres carrés jour traités par des équipes de 5 compagnons à peu près. 5 compagnons avec cette notion de proximité et de compagnonnage que tu évoquais. C'est un mot que j'ai bien noté tout à l'heure dans ton introduction. C'est un point important pour nous, effectivement. Bon, on a aussi 2 agences qui sont proches l'une de l'autre dans le sud de la France, puisque entre Montpellier et le nord d'Aix-en-Provence, à Pertuis, il y a environ 1h30 de route. On a au global 6 équipes sur ces 2 agences. Donc, en cas d'un chantier important, on peut aussi grouper les équipes pour augmenter les cadences de réalisation. Et ça, c'est un point important. Nos compagnons sont chez nous depuis longtemps. Il y a une espérance, comment dirais-je, une grande longévité, une grande fidélité à l'entreprise. Donc ça, c'est important parce qu'on connaît ce que l'on fait et on connaît bien la capacité de chacune et chacun de nous aider sur les chantiers. Alors, une question, Freddy, également dans une région qui est la nôtre, soumise à des formes d'aléas climatiques très variées, entre des pluies cévenoles qui peuvent tomber, et là où tout s'arrête pour les métiers du bâtiment, ça bloque des chantiers. Là, par moments, il fait chaud, voire très très chaud, et de plus en plus chaud. Finalement, les bétons drainants sont une solution à leur taille d'alternative par rapport à l'impact climat. Donc concrètement, les chantiers de béton drainant ont des caractéristiques particulières par rapport aux chantiers de béton classique quant aux capacités de mettre en œuvre le chantier? Il n'y a pas de différence. Après, on peut jouer en mettant éventuellement du retardataire dans le béton pour pouvoir le mettre en œuvre plus facilement et qui ne tire pas trop vite. Mais après, c'est similaire à un béton classique, je dirais, décoratif. Alors, justement, à propos de décoratif, l'idée de ces surfaces, c'est qu'elles soient belles, elles sont fonctionnelles, et avec un bénéfice environnemental pour les bétons drainants, c'est évident, mais encore faut-il, enfin c'est l'envie du client, que ce soit beau, qui plus est, quand il s'agit d'espaces publics, par exemple, des places, des allées piétonnes dans des résidences. On va voir quelques photos qui défileront en termes de réalisation déjà réalisées par RCR Déco France. Comment se font ces choix et comment se fait le sourcing des matériaux pour pouvoir mettre en œuvre finalement la solution qui va satisfaire le client? On fait des propositions via des échantillons. On essaye d'orienter le client. Bon, après, lui, selon ce qu'on peut lui proposer, il a une idée et puis on essaye de l'accompagner dans son idée. Mais bon, ça reste bon. Soit on colorie le béton dans la masse, comme un béton, je dirais, désactivé ou autre. Et après, on peut jouer aussi sur le fait de dénuder la surface du béton.
comme un désactivé quelque part, où on fait apparaître l'agrégat, la tête de l'agrégat, ce qui fait un rendu presque désactivé, je dirais, quoi. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fonction des régions, on travaille, nous, avec les ingrédients locaux, donc généralement les carrières qui sont à notre disposition. On parlait tout à l'heure d'environnement et d'essayer de respecter au maximum l'impact de ce que l'on peut faire. Et ça, c'est une solution locale. Et effectivement, l'apparence des cailloux n'est pas la même d'une région à l'autre. Ici, par exemple, sur ce que l'on voit à l'écran, c'est un chantier qu'a mis en place Freddy. On a ce teint saumonné parce que c'est le caillou local, qui est le caillou de Murle. Voilà, et on a ce rendu-là parce que c'est local. Il est évident que si on voulait avoir le même rendu à 300 ou 400 km, il aurait fallu transporter les cailloux avec nous, ce qui n'est pas, vous conviendrez, la meilleure solution en termes d'environnement. Donc sur les solutions esthétiques, il y a ce que disait Freddy qui est effectivement un point important. On peut obtenir la coloration naturelle par le caillou en lui-même, c'est ce que l'on voit à l'écran, avec un procédé qui permet de faire apparaître la tête de caillou et avoir cet aspect saumonné qui est tout à fait naturel et géologique. On voit ici donc les rendus, hein, c'est une des cliniques de Montpellier, et vous voyez bien l'usage de ce que l'on disait tout à l'heure, notamment pour les personnes à mobilité réduite, où là les fauteuils peuvent circuler. Si on a des bagages ou des choses roulantes, il n'y a aucun problème. Donc, des flaques d'eau par exemple qui est là au gré des mouvements de sol depuis quelques années. Pas de flaques d'eau. Puisqu'on a vu tout à l'heure la drainabilité du support et que ça a été étudié en amont, donc ça c'est important. Et il y a même aussi un effet supplémentaire qu'on n'a pas encore abordé, c'est que souvent l'eau est un peu en sous-phase du revêtement, et quand le soleil commence à chauffer, l'évaporation de l'eau peut créer un effet d'îlot de fraîcheur, ce qu'on n'a pas du tout avec par exemple un revêtement en asphalte classique. Les gens qui font sa pied le soir, ils sentent très bien la différence avec un revêtement en asphalte qui leur restitue la chaleur emmagasinée par la journée et un revêtement beaucoup plus drainant qui lui est beaucoup plus aéré, si je puis m'exprimer ainsi. On a tous connu, je pense, l'expérience d'un asphalte quasiment fondant finalement. Absolument. Et qui gêne, on se dit mais je ne vais pas y aller. Exactement. Ça existe effectivement. Ça existe. Il y a cet enjeu, oui, cet impact également d'un point de vue d'intérêt environnemental sur un rafraîchissement de par la rétention de fraîcheur, d'humidité qu'il y a dans le béton. Tout à fait, parce que l'eau qui est en dessous va s'évaporer avec la chaleur qui va monter dans la journée, et ça crée un effet de fraîcheur. D'accord. Donc une zone de Chandy, Freddy, avec les équipes, qui correspond finalement à une relative proximité. Alors, ce n'est pas 10 km à la ronde de chacune des antennes. On va jusqu'où ? C'est l'arc méditerranéen ? On va de Béziers jusqu'à Nice. D'accord. Et pour la partie ouest de la France ? On rayonne à 150 km autour de l'agence d'Angers, donc sur le département de Pays-de-Loire. Des équipes locales qui se déplacent spécifiquement pour ces chantiers préparés en termes d'études en amont. Absolument. Et qui sont mises en œuvre dans des délais relativement courts avec les ratios que tu as rapidement indiqués de 100 à 150 mètres carrés par jour pour une équipe. De la caractéristique du chantier. Alors il y a aussi un autre aspect qu'on n'a pas fini d'aborder sur les côtés esthétiques. Là on le voit à l'écran. Ici ce que vous voyez, c'est un granulat calcaire classique blanc, pas très esthétique, qui a été teinté dans la masse, qui donne cet aspect coloré. Donc les teintes qui reviennent le plus souvent, c'est couleurs terre, terre battue, ou ocre, ou jaune, qui sont les teints classiques donc, qui reviennent. Donc on a effectivement ces possibilités. Sur cette réalisation que tu as réalisée à Montpellier, Freddy, il y a aussi du stationnement de véhicules légers. Là on était en carrossable. En carrossable, donc on voit à l'image des exemples réels, avec bien sûr le stationnement de véhicules, sur le même type de revêtement qui a été teinté dans la masse. Et puis on a également une autre possibilité, on n'en a pas encore parlé, c'est par exemple d'associer entre eux deux cailloux de couleurs différentes. C'est ce qu'a réalisé Freddy avec cette réalisation, où là je te laisse la parole pour expliquer ce que tu as fait sur ce chantier. Là on est sur un mélange de deux petites granulos, donc blanche et noir. Donc concrètement le blanc c'est le Murle, c'est local, le basalte pareil c'est le noir, c'est local. Et on a fait un mélange 70% de blanc, 30% de noir. Et on l'a dénudé, donc c'est le même principe que tout à l'heure sur le granulat saumonné. Oui. On l'a dénudé en surface, ce qui fait qu'on a vraiment cet aspect quasiment comme un béton désactivé, quoi. Il y a vraiment cet aspect esthétique qui est agréable, voilà, tout simplement. Tout à fait. En fait, agréable à l'œil. Très agréable et aussi très pratique parce qu'on voit derrière les boîtes aux lettres et ça veut dire que quand il pleut et quand on va chercher son courrier, on n'a pas les pieds dans une flaque d'eau. Et on était en plus en PMR sur ce chantier-là.
Accès PMR, donc en accès PMR, en norme personnes à PMR. mobilité réduite. Voilà, exactement. Absolument parfait. On est dans un monde de travaux publics, de BTP finalement, qui travaux dit chantier, qui dit chantier dit budget également. Parlons un petit peu argent. Cette solution, elle est innovante, elle est vertueuse de par son impact environnemental, elle est agréable de par les solutions esthétiques que l'on a évoquées, elle est durable également de par les études faites en dessous, au-dessus, avec les équipes de Christophe, avec les équipes d'Éric. Enfin, on se dit, waouh, ok, mais ça coûte combien à concevoir et à mettre en œuvre dans ces différentes étapes d'études et de réalisation? Alors, comme je le précisais tout à l'heure, nous, on intervient à partir d'une superficie minimale de 150 mètres carrés, sinon on n'est pas compétitif. On travaille en liaison effectivement avec Monoflore, et dans le prix que je vous indique, ça intègre le béton et le calcul du dimensionnement de l'ouvrage. Il faut compter entre 50 à 65 euros par mètre carré, en fonction évidemment de la surface, en fonction de l'épaisseur du béton qui va être mise en place, et puis également de la typologie du chantier et du rendu esthétique que va souhaiter avoir le client. 55 à 60 euros du mètre carré, donc intégrant, je le répète pour bien le comprendre, la partie étude de Monoflore qui donc permet de dimensionner le chantier à sa juste solution technique, en quelque sorte. Par rapport au budget des bétons classiques, où se situe-t-on? Par rapport à un béton décoratif classique, on est de l'ordre de 15% en plus. Par rapport à un béton désactivé, par exemple, on est dans cette fourchette-là de l'ordre de 15% en plus. Mais avec la valeur ajoutée en termes, entre autres, environnemental et d'usage également au quotidien. Oui, surtout qu'il faut le voir en global, parce que ce qu'on a vu tout à l'heure avec Christophe, c'est qu'effectivement, si on raisonne au coût mètre carré, évidemment que le béton drainant est un peu plus au-dessus qu'un béton décoratif classique. Mais si on raisonne en global, notamment pour une parcelle où on va réserver un bassin d'orage ou un bassin de rétention pour les eaux, on a vu tout à l'heure que si on arrive en amont à bien dimensionner l'ouvrage et à le faire de manière intelligente, eh bien on peut réduire cette surface foncière, et donc ça peut être aussi plus de mètres carrés constructibles pour le maître d'ouvrage final. Donc tout ça, en fait, c'est un global, et je crois que ce qu'il faut retenir de l'intervention d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des solutions, mais il faut surtout bien intégrer qu'à chaque parcelle, il y a une solution sur mesure, et ça se définit bien en amont. Si on nous appelle 3 semaines avant de réaliser le chantier, c'est trop tard. Votre métier n'est pas de couler du béton simplement, c'est vraiment de concevoir une solution en termes d'usage de ces surfaces. Dans la préparation, j'en parlais tout à l'heure, dans mes activités, j'ai un client, c'est un hôtel, qui se pose actuellement cette question de réaménagement, et ça nécessite dans des solutions classiques de mettre en œuvre un bassin de rétention qui serait une véritable verrue dans le projet, et vraiment, sauf que la réglementation oblige à le faire. C'est dans le Gard, il y a pas mal de pluie, le PPRI on connaît, et en l'occurrence, je pense qu'à ce stade, l'étude n'a pas encore été faite suffisamment en amont pour dire, revoyons l'ensemble du projet dans sa globalité pour concevoir la meilleure solution et utiliser, comme tu disais Christophe, au mieux les mètres carrés disponibles, tout simplement. Reconstruisons la ville sur la ville, mais avec les meilleures fonctionnalités, y compris d'un point de vue de l'impact environnemental. Tout à fait. Ouais. Tu as bien résumé. Oh, je ne sais pas si c'est résumé, mais en tout état de cause, là, c'est le client potentiel qui me dit ouais, je découvre quelque chose. Parfait. D'ailleurs, à propos de clients potentiels, comment se comportent les acheteurs, qu'ils soient publics que privés, par rapport à ces solutions relativement récentes des bétons drainants? Les projections possibles au quotidien avec un prix qui reste compétitif, surtout, qui est sûrement avantageux dans sa vision globale, dans l'impact global. Mais est-ce que c'est une solution qui est présente dans l'esprit de ceux qui écrivent les cahiers des charges? Je crois que pour certains, oui, pour d'autres, pas encore. Et je crois que c'est l'objet justement aujourd'hui du webinaire, c'est de faire beaucoup de pédagogie. Je crois qu'il y a beaucoup de choses possibles. Et ça, c'est finalement la philosophie de notre groupe, de notre société, c'est-à-dire de s'associer entre professionnels d'horizons différents pour proposer au client final une solution globale. C'est ça qui est important, parce que moi je me mets à la place d'un maître d'ouvrage. Un maître d'ouvrage, c'est quelqu'un qui va être l'utilisateur du bâtiment, mais ce n'est pas forcément un professionnel de la construction. Et il se retrouve avec des lots qui s'enchaînent, le lot terrassement, le lot VRD, c'est très compliqué. Et nous, ce qu'on essaye de dire, c'est, attendez, si finalement on a la chance, dès le départ, d'être associé sur une réflexion globale sur l'enveloppe extérieure du bâtiment, on peut vous proposer des solutions qui sont, quand elles sont prises en amont, vraiment peuvent être vertueuses, mais qui ne sont pas non plus applicables partout, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, ça va dépendre de chaque parcelle, de sa perméabilité, et ça, pour le savoir, il faut faire des études de sol dans le cadre d'un projet classique. Et RCR Déco
France est le vecteur, finalement, le creuset de ces solutions pour ensuite mobiliser le cabinet de Christophe, le cabinet d'Éric. Tout à fait. Comment vous contacter? Alors, vous pouvez nous contacter à l'issue du webinaire par le formulaire qui va être envoyé. Donc, le formulaire. Sinon, on a un site internet qui s'appelle rcrdeco.com, sur lequel vous pouvez effectivement, via la page contact, nous envoyer des emails. Et puis sinon, sur Google également, vous regardez RCR Déco, et on est présent, donc, comme je le disais tout à l'heure, sur Castelnau, Pertuis au nord d'Aix-en-Provence et Angers. C'est absolument parfait. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère qu'il en est de même pour vous durant la petite que nous venons de passer ensemble. L'équipe de Christophe Mille, RCR Déco France, a fait une promesse, c'est d'écouter les questions que vous aurez posées sur le chat. Vous avez encore quelques instants pour le faire, quelques minutes, le temps que cette visio soit complètement coupée. Et la promesse qui est faite, c'est de vous y répondre d'ici demain soir. Donc le principe est simple, chaque question aura sa réponse, et toutes les questions et toutes les réponses seront envoyées à l'ensemble des participants de cette émission que nous avons eu le plaisir de réaliser depuis les studios PM à Castelnau-le-Lez. Un grand merci Christophe, un grand merci Christophe. Un grand merci Freddy, Éric, depuis cette visio, pour ce temps partagé entre nous. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.